Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 6e épisode du Seb Show dédié à la première saison de Big Brother Célébrité Québec. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. À un moment donné, je vais essayer de filmer ce segment-là pour arrêter de le dire à chaque début de vidéo parce que il me semble que je perds mon souffle. Hein? Bon, je vais en profiter aussi. Cette vidéo-là va être mise en ligne le 14 février, donc je voulais vous souhaiter une excellente Saint-Valentin à tous et à toutes. J'espère que vous allez... peu importe votre situation amoureuse, peu importe ce qui se passe dans vos vies respectives, j'espère que ça va être une journée remplie d'amour, que ce soit votre famille, vos amis, vos proches, votre amoureux, votre amoureuse, peu importe. Votre chien, votre chat, c'est de l'amour pareil. Donc, je vous souhaite énormément d'amour avec vos proches. Je souhaite que ça aille bien et que vous ayez une superbe journée. Il neige, mais si vous aimez la neige, c'est merveilleux. Pour quelqu'un comme moi, que la seule chose sa seule interaction avec la neige, c'est le fait qu'il déblaye son char, c'est moins le fun un peu. Mais bref, j'espère que vous allez profiter de votre journée quand même. Donc, évidemment, nouvelle semaine de Big Brother. J'ai trouvé ça drôle, ok? Et je vais vous dire pourquoi. Toute la semaine, les gens m'ont écrit sur Facebook, m'ont parlé sur Twitch aussi, en disant Ah, tu vas voir, la semaine est. La semaine est bonne, tu vas voir, là, ça commence à embarquer, là, ça commence. Puis, moi, être franc, je doutais un peu. Je me disais, ça va-tu être vraiment bon? Peut-être qu'il va y avoir des gros revirements de situation, puis tout. Puis j'avais comme un peu hâte à écouter. Bizarrement, en dedans de moi, je me disais, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Puis j'ai trouvé ça d'un ennui incroyable. Je suis désolé, mais c'était... Honnêtement, la semaine était plus prévisible que celle de la semaine passée que je trouvais prévisible. OK? La semaine passée, j'ai quand même été surpris qu'Emmanuel ait le guts de mettre Jean-François Rita Baga contre Lisande. Sincèrement, en dedans de moi, j'ai comme fait... j'avoue, celle-là, je l'aurais pas prédit. C'était logique. Et je l'aurais pas prédit. Mais cette semaine, je me suis dit, Lisande gagne. On va mettre Emmanuel contre Varda. Moi, dans ma tête, c'était... Dès qu'elle a gagné le patron, pour moi, c'est comme... c'est sûr qu'elle va mettre ces deux-là. Et là, j'attendais anxieusement en me disant... elle va peut-être avoir une surprise. Est-ce qu'elle va mettre, par exemple, Jean-Thomas contre Camille? Tu sais, gros coup d'éclat, puis que finalement tout le monde aurait eu raison de me dire tu vas voir, c'est surprenant comme ça. Non, elle a mis Varda contre Emmanuel. Là, j'ai comme fait je vais attendre le veto. Hein, on va voir le veto, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec le veto, ça va être incroyable. Et là, tout le monde a l'air d'être sur le banc, le bout de leur siège en se disant mon Dieu, vas-tu l'utiliser le veto? Elle l'utilisera pas, ok? Elle l'utilisera pas. Puis après coup, ça a l'air que la rumeur a sorti qu'elle l'utiliserait pas, mais j'ai même pas eu besoin de voir la rumeur. Je savais qu'elle l'utiliserait pas. Puis je vais être surpris si elle l'utilise. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, elle finit son speech en disant pour me faciliter la tâche. Ok, elle l'utilise pas. Okay? C'est terminé. Elle finit sa semaine de même. Pour me faciliter la tâche. Si elle avait une tâche facile, c'est clair qu'elle change pas une nomination. Honnêtement. Utiliser le veto serait tout sauf te faciliter la tâche. Donc ça, cet aspect-là. Mais peut-être que c'est ma mauvaise interprétation. Mais ultimement, et puis je veux vous inculquer un peu, quand je vous parle de télé-réalité ou je vous parle des aspects négatifs ou de la façon que c'est monté, c'est pour vous apprendre un peu à reconnaître la scrap qu'on vous offre. OK? Parce que, bon, ils le font aux États-Unis sur certains aspects aussi, mais aux États-Unis, sincèrement, c'est beaucoup mieux encadré. Au moins, ils respectent le principe. Au Québec, c'est volatile. Hein? Puis, je vais vous en parler un peu après, là, ce que j'appelle du cheap trick. Là. Des cheap tricks que ici, au Québec, ils ont utilisé jusqu'à maintenant. Mais pour vous montrer, juste pour l'analyse qu'il faut que vous en fassiez. Puis, si j'ai tort, ça va me faire super plaisir de vous dire la semaine prochaine, my God, j'étais dans le champ.
Et donc, vous pouvez rire de moi, il n'y a pas de problème. Fait que je m'attends, si je me suis trompé, à avoir beaucoup de ha-ha-ha dans mes commentaires, ça va me faire super plaisir. Mais je veux juste vous parler d'un principe, OK? Admettons que Lisande utilise son veto. Admettons. Ben là, ça fait en sorte qu'on n'a pas vu encore la finalité du veto. On n'a pas. Fait que là, ils vont nous commencer avec à peu près 2 minutes 50 de récapitulatif de la semaine pour nous dire, ben ouais, c'est ce qui s'est passé là, la semaine, puis là, ils vont nous mettre 1 minute après de qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode et qu'est-ce qui potentiellement peut se passer dans l'épisode. Et là, ensuite de ça, ils vont revenir sur le veto, ils vont probablement repartir soit au niveau des speeches ou peu importe, et là, Lisande va faire sa présentation. Fait qu'il y a quand même un bon segment de l'épisode qui est déjà mangé là. Évidemment, si Lisande fait un move, on s'entend que les répercussions seraient cataclysmiques à l'intérieur de la maison. Je veux dire, imaginez-vous qu'elle change Varda pour Jean-Thomas. Là, ça va éclater. Et tu viens déjà de perdre à peu près 5 minutes de ton show, 6 minutes de ton show, où ce que c'est quasiment juste du remplissage. Ton début, t'as Lisande qui fait son annonce, puis que tu peut-être de reprendre le speech du veto qui vont nous remontrer séquence de l'épisode d'avant ou n'importe quoi. Si ça devient cataclysmique, pourquoi tu perds 6 minutes à montrer ça? C'est clair qu'ils n'auraient pas fait ça. Je veux dire, logiquement, s'ils le font de même, sincèrement, je comprends pas le montage. Je le comprends encore moins qu'avant. Si tu utilises le veto, tu finis ton épisode de jeudi avec le fait qu'elle utilise le veto. Parce que tu te dis dans ta tête, je vais gagner au maximum ma plage horaire de dimanche, où ce que là, ça va être la descente aux enfers, les gars vont péter le crise, il va y avoir de la merde, Varda va sauter dans les airs, puis va tout être heureux, va baver les autres gars, ça va être vraiment, là, la merde va pogner. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ton dimanche soit rempli de merde, tu veux qu'il y ait de la chicane, tu veux qu'il y ait de la stratégie, de dire... Parce que là, il y a toute l'aspect stratégique qui embarquerait. De dire, attendez, là, t'as Jean-Thomas contre Emmanuel, mettons, ou François contre Emmanuel. OK, c'est qui qu'on vote, là? Là, elle nous a pris complètement de court. Fait il y a toute la marde de l'après-veto, la descente aux enfers de l'après-veto. Et après ça, ben, il faut que le monde se ressaisisse. Puis comme, ben, il y a de la stratégie à faire ici. Fait que ça remplit un épisode du dimanche assez confortablement, sans même avoir à y rajouter quoi que ce soit. Fait que là, tu t'assures quasiment que même ton pouvoir de patron, ton prochain pouvoir de patron soit le plus minime possible pour donner le plus de marge de manœuvre à un épisode épique où ce que le chiard est pogné dans la maison. Au-delà de ça, il repousse le veto au prochain épisode. C'est sûr qu'elle l'utilise pas. Ça veut dire genre, on n'aura pas vraiment beaucoup de contenu à vous offrir dimanche, fait qu'on va essayer d'en garder un peu. T'sais. On va essayer quand même de vous mettre dans l'ambiance. Ah, il y a peut-être de quoi qui va arriver. T'sais, sincèrement, quand je vois un truc de même, quelque chose qui ne se fait pas aux États-Unis, là, sincèrement, là, ils n'ont jamais étiré un veto à la fin d'un épisode ou quoi que ce soit. Là. Ben, sincèrement, l'impression que ça me donne, c'est qu'ils nous prennent pour des caves. OK? C'est comme, il y a peut-être de quoi qui va se passer. Non, il n'y a rien qui va se passer. Mais peut-être que... Et sincèrement, je me sens insulté quand je vois ça. Je me sens rabaissé en tant que téléspectateur. Parce que toute la logique va à l'encontre de ce mouvement-là, va à l'encontre de ce qu'ils essayent de nous montrer à TV. Et donc, ça me fait chier. Ça me fait chier aussi que juste avant, ils te montrent des séquences de Lisande qui, visiblement, datent de plus tôt la semaine, qui fait comme, à mon plan machiavélique, ça serait de mettre Jean-Thomas, puis ça fit pas pantoute dans ta trame narrative que tu essayes d'expliquer depuis le début de l'épisode, que probablement que tu veux gagner le veto, mais t'assurer qu'Emmanuel sorte. Là, Emmanuel pourra peut-être plus sortir. Là, tu parles pas de la crise par rapport à Kim. Ça a l'air d'être encore super confortable. C'est comme, man, on le voit très bien qu'il joue avec les séquences pour vous induire en erreur et créer un faux hype, un genre de faux espoir que peut-être la donne va changer, mais logiquement, elle changera pas.
ils vous ont quand même donné les ingrédients pour vous démontrer que ça changera pas. Ils vous ont montré l'histoire de Kim avec Camille. Ils vous ont montré la réaction de Claude avec Lisande. Hey, je me sens pas à l'aise de trahir quelqu'un. Puis moi, dans mon fond, Chris, ta gueule, tu veux-tu jouer? Si tu veux pas jouer, rentre chez vous, vierge. Arrête de nous gosser avec ton esprit zen. Va méditer à un temple bouddhiste, là, puis crisse-nous patience. Je veux dire, tu fais pas de la bonne TV. Peut-être pour les filles qui trouvent qu'il est sexy ou peu importe, je peux peut-être comprendre. Mais pour tout le reste des téléspectateurs, là, t'es de la mauvaise TV. OK? Fait que, tu sais, puis en plus, au moins si il était passif, mais que quand un événement comme ça survenait, il faisait comme OK, on le fait. Tu sais, je suis passif, mais je fais le move. Je fais. Oh non, j'y ai promis. Ah, je vais tellement être un mauvais être humain si je trahis cette promesse-là. Bon, peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que la production vous a induit en erreur en vous créant un faux hype. Ce qui va arriver, c'est bien simple. Le veto ne sera pas utilisé, puis Emmanuel va être sauvé, Varda va se faire éliminer. À moins vraiment que quelque chose survienne dans les derniers jours, parce que veut pas, on s'entend qu'il y avait comme 2 jours qu'on voit pas. À moins vraiment que quelque chose de cataclysmique comme Marie-Chantal Toupin survienne, Varda va être éliminé. C'est aussi simple que ça. Ça va être un vote quasi unanime, sauf probablement Richardson et Maxime qui vont voter pour la garder. C'est tout. Je veux dire, c'est aussi banal que ça. Ça va être ultra prévisible. Au même titre que Jean-François l'était la semaine passée. Il y a des gens qui m'ont écrit en me disant « Ah, t'avais dit que Kevin, peut-être que... » Non. Dans mon vidéo, c'est très clair. À la fin, j'ai dit « Ça va être Jean-François qui va partir. » Mais si Jean-François a une porte de sortie, si Jean-François a une chance d'être sauvé, c'est Kevin qui va prendre sa place. Et non pas que le vote va changer. Le vote ne changera pas. Jean-François va se faire éliminer, peu importe. Mais la seule possibilité que Jean-François a de survie, il faut qu'il place son espoir dans Kevin. Il n'y a pas le choix. C'est la seule porte de sortie possible. Et c'était une porte qui était très, très mince. Possible, mais mince. Finalement, c'est pas arrivé. Puis cette semaine, c'est un peu la même chose. Je vais vous ramener un peu dans le même contexte. Est-ce que Varda a des chances de survie? Hypothétiquement parlant, oui. Très mince. Très, très mince. Puis encore plus mince quand on voit la réaction de Kim et de Claude qui sont comme « Ah! Oh! Je me sens tellement mal! » Tu sais, moi, voir Kim qui me comme « Oh! Moi, trahir Emmanuel! Oh! Je sens mal! » Ouais, t'as trahi Laurence la 2e semaine, ça, t'as braillé un peu après, mais t'as passé par-dessus, hein, ça a pas l'air de t'affecter plus que ça. Je veux dire, t'en parles plus. Hein, c'est comme... puis au moins, s'il y avait une cohérence, ça fait comme justement, je l'ai fait à Laurence, puis... man, je dors plus la nuit à cause de tout ça, puis je me sens tellement de mauvaise personne. Mais tu l'as fait quand même, puis ça... Tu continues ta game, puis il n'y a pas de problème. Tu continues à éliminer. Tu sais, ça t'a pas fait de peine non plus d'éliminer Jean-François la semaine passée, alors que t'étais bien proche de lui. Mais là, cette semaine, Emmanuel! Ça, je trouve que c'est de la moralité élastique. OK? T'amènes ton aspect moral quand ça fait ton affaire. Et tu vas à l'encontre de ton aspect moral quand ça fait ton affaire. Ça, c'est de la moralité élastique. Et sincèrement, j'ai pas vraiment de respect pour ça. Minimalement, je respecte Claude beaucoup plus que je respecte Kim dans un tel contexte. Parce que Claude, au moins, depuis le début, c'est comme « Non, moi, je suis un gars moral. Moi, je fais la bonne affaire. Moi, je suis un bon gars. Moi, je trahis pas les autres. » Bon, au moins, c'est déjà ça. T'es OK. Tu trahis pas tes principes, puis t'as bien la misère à trahir tes principes, puis il l'a pas fait jusqu'à maintenant. OK. On va dire. Mais dans le cas de Kim, c'est comme... Elle le fait quand ça peut, mais elle le fait pas quand ça... Puis je vous dis pas que t'as pas le droit de le faire dans le jeu. T'as le droit d'arriver puis de jouer comme ça. Mais mens-nous pas ou mens-toi pas à toi-même sur ce que tu fais.
Assume-toi. Assume-toi sur le fait que tu bullshit sur ta moralité. T'sais, mentir dans un jeu de même, ça va. Essayer de tricher, ça va. Essayer de manipuler, ça va. Mais assume-toi. Arrive, puis mets tes culottes, puis fais comme, ok, je suis une main. Plutôt que d'aller à la caméra, puis, oh, c'est pas facile. Ben non, ta gueule, arrête de brailler. Tu le fais. Pis ça a pas l'air de te déranger quand tu le fais, là. Viens pas me faire chier. Puis ça me gosse avec certains de ces joueurs-là. Puis c'est pas parce que c'est des célébrités, ça arrive régulièrement, puis je l'ai vécu dans l'offre aussi avec d'autres joueurs, dans des saisons de Big Brother aussi aux États-Unis, même Survivor. Il y a des joueurs, on dirait que quand ça fait leurs affaires, c'est pas grave. Mais quand ça fait pas leurs affaires, oh là, c'est la fin du monde. Oh non, ma morale. On dirait qu'ils se cachent derrière la morale. Ils en font comme une image devant eux, fait comme, non, moi je reste. Ma morale est importante ici, là. Mes principes sont importants, là. Parce que dans le fond, ça fait leurs affaires. Parce qu'ils, comme ça, ils sont capables de s'en échapper. Parce qu'ils ont une bonne raison. Ils ont une très bonne raison. T'sais, au moins, je vais donner le crédit ici à Lisande. Lisande, elle a attaqué. Je vais lui donner, j'ai été critique sur Lisande, mais man, au moins, elle a essayé. Elle a foncé, puis elle s'est assumée. C'est de valeur, ça marche pas, mais... Puis là, je veux vous emmener parce que là, on a vu une distinction, puis d'alliance. On a vu l'alliance des filles, l'alliance des gars. On voit un peu les rejets, puis tout. Puis là, je veux revenir avec le côté des sous-alliances, OK? Parce que une des choses qu'on m'a souvent dit, ou que je vois souvent, même sur les commentaires et tout, les gens me disent souvent, ah, quand Varda, Maxime et Richardson vont être éliminés, là, la game va commencer. C'est beaucoup ça que les gens ont l'impression. Vous avez tort. OK? Ou fort probablement que vous avez tort. Dans 90% des cas, quand on a eu des situations de même dans le passé, dans Big Brother ou même dans Survivor, ça n'a jamais fait cet effet-là. Oui, des fois, il y a eu un éclatement terrible. Je pense que le meilleur exemple dans Big Brother 21, quand l'Alliance a éclaté, mais l'Alliance a éclaté et ça a été juste un joueur qui a pris le lead de faire éclater l'Alliance et ça a été Jackson. Et Jackson a fait éclater l'Alliance parce que tout le monde était prêt à le sacrifier. Puis en faisant éclater l'Alliance, il les a tous clenchés un après l'autre. C'était un mauvais gars, mais c'était un bon joueur, qu'est-ce que vous voulez, c'est de même. Puis il a réussi à planter sa propre alliance et ça a donné du très bon show, honnêtement. Il a donné le show à clencher tous les autres joueurs. Est-ce que ça va arriver ici? Peut-être. Mais je vais vous dire ce que moi je pense qui peut arriver. OK? Présentement, là, vous allez avoir Richardson, Maxime qui vont être seuls dans le coin, qui fort probablement ne gagneront pas de patron. S'ils gagnent, ça va être bien simple. Ils vont mettre quelqu'un qui vont vouloir éliminer. Probablement, ils vont peut-être mettre François Lambert, ils vont peut-être mettre Jean-Thomas Jobin, ils vont peut-être mettre Emmanuel. Mais globalement, l'autre alliance va éliminer juste les joueurs qu'ils considèrent les plus faibles qui sont nominés. Rien de plus que ça. Puis ça devient, malgré que vous pensez que ça va être hot à voir, je vous le dis, ça risque d'être ultra prévisible. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une situation où fort probablement que les deux premiers qui vont se faire éliminer de l'alliance de 8, ça va être Emmanuel et ça va être Camille. Des très grosses chances. Peut-être avec François Lambert en troisième position. Genre, ça va être dans ces trois-là que ça va se naviguer et ça va dépendre. Soit qu'ils vont s'attaquer à Maxime Landry et Richardson, les éliminer les deux, et ensuite, ça va être l'alliance dominante des deux qui restent, qui, dépendamment qui gagne le patron, va placer deux personnes de l'autre alliance sur le bloc, peut-être. Mais ça sera pas percutant, ça sera pas intéressant. Puis le meilleur exemple, c'est Big Brother 22. Big Brother 22 a eu exactement ce genre de mood-là. Les gens pensaient que, my God, quand l'alliance dominante va avoir éliminé toutes les autres, là, le jeu va être vraiment hot.
Puis c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Parce que de semaine en semaine, c'était la personne la plus prévisible de cette alliance-là qui se faisait éliminer, tout simplement. Puis un après l'autre, ils ont tous été éliminés en ordre que logiquement, les gens allaient être éliminés. C'était pas plus percutant que ça. Puis le problème ultime de ce concept-là, c'est arrivé à Big Brother 22, fait que ça peut arriver dans une saison régulière. Mais le plus gros enjeu qu'on a actuellement, qui fait en sorte que ça raffermit cette position d'alliance-là, comme ils les ont présentement, c'est le fait que, malheureusement, les gens ne se battent pas pour un prix final. OK? Je comprends, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il y a un prix à faire. » Oui, mais le monde ne se bat pas pour ça présentement, là. Je veux que vous ayez ça en tête quand vous analysez la saison et que vous analysez comment que les joueurs jouent. La majorité des joueurs jouent pour rester le plus longtemps possible. Ils jouent les statistiques. Ils ne jouent pas pour gagner. Et de ce côté-là, ben, qu'on le veuille ou non, ça change énormément la stratégie que tu développes autour de ce que tu fais à l'intérieur de la maison. Parce que si tu veux gagner, puis que la seule chose, le seul prix que tu obtiens de ta saison, c'est le prix final, le petit hamster de dire « Ouais, je vais garder Kim pour la fin », c'est définitivement pas la bonne stratégie. C'est clair que Kim se faisait éliminer, probablement au début. T'as beau être aimé. Essayez d'imaginer un contexte où aucun des joueurs actuels ne toucherait son 7000$ par semaine. Là. Personne. Pas une scène, ou mettons le minimal 400$ par semaine. Mais que vous mettez 500 000 à la fin. Ou 600 000, ou 700 000. Vous pensez vraiment que le monde ferait comme « Ouais, j'ai enduré 13 semaines. Ben, le prix va aller à Kim. C'est tellement une bonne personne. » Il n'y a pas personne qui aurait fait ça. Personne. Mais le fait que présentement, le monde touche 5000$ par semaine, puis que le prix final est hypothétiquement en argent sonnant 25 000$, c'est-tu si important que ça que Kim ne gagne pas à la fin? Je veux dire, ça fait-tu une réelle différence dans vos vies? Tu vas avoir fait à peu près, si tu te rends proche de la finale, tu vas avoir fait autour de 80 000$ en 13 semaines de salaire. Oui, le 25 000, il est bien nice, il est bien cute, mais ça te dérange pas que Kim flirte autour de ce 25 000-là à la fin, puis d'un char? Mais c'est pas grave de flirter avec ça, de faire comme, bah, ça gagne, c'est pas si grave que ça. C'est 25 000 de plus, ouais, j'aimerais ça avoir 25 000, mais tu sais, je vais déjà avoir touché 80 000. C'est ça le problème. Et c'est un problème qui est extrêmement gros dans Big Brother Célébrité. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas que les joueurs jouent de façon très conservatrice. Je vous l'ai dit dès peut-être pas le premier épisode que j'ai fait sur Big Brother, mais le deuxième au moins. Je vous l'ai dit, les joueurs vont jouer de façon très conservatrice. De 1, pour leur image. De 2, à cause de l'argent qu'on leur donne à chaque semaine. Je veux dire, objectivement, le fait d'éliminer Varda cette semaine donne 5000$ de plus à tout le monde. On va le voir de même. Puis après ça, d'éliminer Richardson la semaine prochaine, 5000$ de plus. Éliminer Maxime Landry, 7000$ de plus. Alors que si tu t'en vas contre ton alliance et que tu crées un revirement de situation, comme exemple, Lisande a été craqué pour le faire. Mais mettons, on va prendre Kim. Kim de dire, j'élimine Emmanuel Auger, je pense que c'est Auger, en tout cas Emmanuel, cette semaine. C'est peut-être pas Emmanuel Auger, en tout cas, bref, Emmanuel. Ou Manu. On va dire Manu. Emmanuel Auger, je pense que c'est un journaliste. En tout cas, bref. Donc, Manu arrive puis se fait éliminer cette semaine. Toute l'alliance des gars est contre eux autres. L'alliance des filles, ben pas des filles, mais je veux dire ben oui, des filles. Des filles est faible, c'est-à-dire que Lisande ne peut pas gagner le patron la semaine prochaine, fait que c'est dans les mains de Kim ou Camille pour vraiment s'assurer qu'ils sont encore safe la semaine prochaine.
Et t'as l'alliance des gens un peu à l'extérieur, donc Varda, Maxime et Richardson, qui sont prêts à travailler avec toi, mais qui sont pas tes amis. Puis là, tu te mets dans une situation de même en étant Kim, puis tu regardes ça, tu fais comme... Ça vaut-tu vraiment la peine? Est-ce que le jeu vaut la chandelle? Pas tant. Parce que le problème de Kim, c'est pas nécessairement de dire il faut que je gagne le 500 000 à la fin, ou le 700 000, ou peu importe le prix qu'il y aurait eu à la fin. C'est de dire ben, en les gardant, il y a des grosses chances que je vais rester encore 3-4 semaines, que j'attirerai pas le regard de personne. 3-4 semaines de plus, c'est 50 000 dans mes poches. Potentiellement. Et on parle de toute l'aventure, évidemment. Fait que. Puis peut-être 80 000, ça se rend jusqu'à la fin. Peut-être même plus que 80 000, ça se rend à la fin. Mais bref, vous comprenez le principe que les joueurs ont cette pensée-là en tête de se dire moi, je veux pas me faire éliminer la semaine prochaine. Je veux pas trop faire bouger les choses parce que de me faire éliminer, c'est pas bon pour mon économie. Manu est exactement le même principe. Manu qui arrête pas de parler, de dire je suis ici pour ma famille, puis tu sais, j'aimerais ça être auprès de ma famille, mais j'ai besoin de l'argent, on n'importe quoi. Vous pensez vraiment qu'il va vouloir provoquer quelque chose? Mais non, le gars, il veut naviguer sur le 5000$ qu'il reçoit toutes les semaines parce que ça lui permet de vivre à l'extérieur du jeu pendant le temps de la pandémie ou peu importe. Il va y aller de façon très traditionnelle. Il a mis Jean-François, il savait que Jean-François allait se faire éliminer. C'était un joueur de l'autre alliance, on pourrait dire extérieure à l'eux alliance de 8. Il n'y avait pas de mal, c'est comme ça. Puis il se mettait pas vraiment de type dans le dos. Il y en a une qui est peut-être moins conscient, mais plus par rapport à son comportement, mais pas par rapport au fait d'être allié. Sinon, les 8 derniers, tu te gagnes des semaines gratuites. Je veux dire, c'est ultra facile de te gagner des semaines comme ça, là. D'arriver et de te dire, ben écoute, à chaque semaine, là, c'est tching, 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 le cash rentre. Fait que pourquoi changer une dynamique où ce que le cash continue de rentrer? Tu vas jouer le nombre. Si par contre t'arrives et que tu mettrais un prix final important, là à ce moment-là, la question du nombre est peut-être beaucoup moins satisfaisante. Parce que là, tu te regardes dans une alliance de même et tu fais comme OK, GF, mettons, Rita Baga aurait probablement gagné sur beaucoup de monde. On s'entend. Mais là, tu te dis aussi, au sein de mon alliance, t'es Camille. Tu veux-tu vraiment avoir Kim à la fin contre toi? Tu veux-tu avoir Jean-Thomas? Richardson? Je sais pas. Là, le petit hamster commence, puis là, Richardson est pas dans son alliance, mais je veux dire, vous comprenez le principe. Là, tu commences à te poser des questions contre qui tu peux gagner à la fin. Puis, je peux-tu gagner contre un Claude Bégin? T'sais, est-ce qu'un couple comme Lisande et Claude vont vraiment me laisser une place pour gagner 500 000 à la fin? Pas sûr. T'sais, fait qu'il y a des éléments comme ça. Fait est-ce que là, à ce moment-là, pour gagner 500 000, Camille, serais-tu plus prête à prendre sa moralité puis l'étirer comme un élastique puis aller auprès de Kevin? Essayer de gagner un peu le côté charme avec Kevin puis jouer avec ses sentiments? C'est 500 000 $. Il y a du monde qui va être prêt à le faire. Puis c'est ça qui serait intéressant à voir. Jusqu'où les gens seraient prêts à aller pour gagner cet argent-là. Parce que la saison ne leur aurait rien donné. Par contre, peut-être que si la saison ne lui avait pas donné de salaire, probablement que la majorité des candidats actuels ne seraient juste pas allés. C'est ça qui est un peu le problème d'une saison de célébrité. C'est cet enjeu-là d'argent à toutes les semaines que tu injectes et que les joueurs ne veulent pas nécessairement changer la situation dans laquelle ils sont. Ils sont bien. L'argent continue de rentrer dans leur poche grâce à ça. Fait que pourquoi changer la donne? Lisande l'a fait. Félicitations, elle a essayé. Ça marchera pas. Mais au moins, elle a essayé. J'y donne le crédit. Mais tu te retrouves quand même dans une situation où que même si tu élimines un des gars du gym, tu te ramasses quand même qu'il en reste 3 dans le gym. Il y a une autre alliance de 3 avec Varda, Richardson et Maxime Landry qui serait encore existante. Et toi, ben, tu es une alliance quand même assez faible par rapport à ça.
Le seul avantage que tu as, c'est que l'alliance des gars du gym, ça n'iront jamais à l'alliance de Varda. Ça, c'est à peu près le seul et unique avantage sur lequel tu es capable de tabler. Mais c'est tout. Fait que c'est pour ça que les gens ne voudront pas prendre énormément de risques. Je pense qu'ils l'auraient peut-être pris pour Emmanuel parce qu'ils ne se sentent pas confortables avec lui. Peut-être. Ça, c'est correct. Ça aurait été justifié avec le passé puis avec les dernières semaines et tout et tout. Mais de voir un move contre Jean-Thomas ou de voir un move contre François, je le sens pas encore présentement. Du moins, pas là. Est-ce que certains joueurs vont essayer de faire en sorte que l'alliance, mettons, de ce qui va rester de Richardson, Maxime Landry, puisse mettre ces gars-là sur le bloc s'ils gagnent le patron? Peut-être, mais il faut quand même qu'ils gagnent le patron. Puis ça, c'est pas fait. fait que le côté sous-alliance de 8, comme je vous disais au départ, ne va pas rendre nécessairement le jeu intéressant. Je veux juste que vous ayez ça en tête. Le fait que quand on va être rendu à cette alliance-là, que là, ça va s'entretuer, ça arrivera peut-être pas. Parce que de fil en aiguille, d'une semaine à l'autre, les joueurs moins pertinents de cette alliance-là risquent de se faire éliminer. Ça va être quand même prévisible. Puis on va se ramasser avec un noyau, soit des gars du gym, soit des filles, mais ça va être le noyau qui va avoir su contrebalancer le pouvoir de l'autre. Ça va être tout simplement ça, dans le meilleur des cas. Mais je pense que l'alliance des filles, maintenant, se résume beaucoup à Lisande, Camille et Claude. Et je pense que dès qu'il y a une occasion, Lisande et Claude vont se retrouver sur le bloc aussi. François en a parlé. Et de tous les joueurs, François et Lisande sont probablement les deux seuls qui vont être prêts à faire des moves. Lisande, j'étais vraiment pas sûr. Je suis content qu'elle l'a essayé. François, beaucoup plus. François risque de faire des moves s'il voit que ça lui donne un avantage. Mais présentement, il est dans une alliance très solide avec les gars. Est-ce que je vois vraiment ça changer? Ça me surprendrait. Surtout s'ils recrutent Kim de l'autre côté, ils vont être 5. Man, t'as la majorité. Présentement, ils l'ont pas, mais c'est tout comme. Pratiquement tout comme. Dès que Varda va être parti, ils vont avoir la majorité. Puis, ils vont être probablement les bêtes les plus compétitives de la gang. Fait que, oui, peut-être que l'autre bord peuvent gagner des compétitions, mais c'est limité. Essayez de vous imaginer dans le contexte. Est-ce que vous pensez réellement que si Claude Bégin gagne le patron la semaine prochaine, qui va mettre François contre Emmanuel? Non. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre probablement Richardson contre Maxime Landry. Ou peut-être qu'il va mettre juste un. Il va mettre, mettons, Maxime Landry contre celui qui va se sacrifier de l'autre bord. Ça va être super prévisible encore. Il va dire, ben là, je mets ceux qui participent moins. Peut-être que là, il y a eu un bon lien à cause de la musique. Il va peut-être mettre Richardson à la place de Maxime Landry. Ça va être ça, tu sais. Fait que, c'est-tu Maxime Landry? Je pense qu'encore là, je me suis fourré avec des journalistes. Hein? Je suis plus sûr. Les noms de famille, j'ai oublié ça. Ça paraît-tu que j'ai pas dormi beaucoup? En tout cas, si ça paraissait pas, je veux le dire. En tout cas, bref. Ça, c'est le côté technique un peu. Là, je vais revenir aussi le côté cheap trick. Ça, c'est mon dernier point plus technique. Après ça, on va embarquer un peu plus sur les joueurs, comment ils jouent. On a eu, quand je vous parlais de cheap trick tantôt, ce que j'appellerais des coups bas de la production, vous avez eu comme le décompte avec la piscine. Il essaie de créer un hype, pis c'est un hype qui n'existe pas. Ça, j'appelle ça un coup bas. Okay? Il pouvait faire juste une annonce de « Et voilà, Piscine Trévi veut vous donner la chance de venir dans notre piscine et pis gros party, pis tout. » L'effet est exactement le même. Mais ils ont mis le décompte juste pour créer le petit... Ah, il va-tu avoir une twist? Il va avoir une twist, ça va peut-être sauver Jean-François. Et ça, je trouve ça bas. Quand t'as besoin de ça, c'est parce que ton show lève pas. OK? Quand t'as besoin de ça, là, c'est parce que ton show, il est plate. Puis là, t'essayes de le revigorer. Fait comme, oh, il faut le relever quelque part. Là. Puis ça, je trouve ça plate. Le veto qui n'a pas été montré. Exactement le même principe. Je veux dire, si tu montres pas le veto,
c'est parce que fort probablement ce qui en découle est plate. C'est pas comme si tu montrais pas le veto à soi, puis que là, finalement, t'avais 2, 3 autres épisodes qui allaient suivre avant le vote, puis là, tu te dis, crème, peut-être qu'ils vont rapper toute la merde qui va passer dans comment je pourrais dire ça, dans l'autre épisode. Moi ça me fait penser. Pour moi, j'ai hâte de voir si le veto va être utilisé. Je pense pas. Honnêtement, 99% de chance, il sera pas utilisé. S'il est utilisé, ça va être une grosse surprise. Mais je veux vous faire un peu une distinction entre une twist comme ça que je... Ben, pas une twist, mais un truc comme ça, mal exploité, qui fait juste haïr la production davantage, versus quand, à Survivor, si vous avez écouté Heroes vs. Villains, le vote contre Tyson, lorsque il laisse planer le doute que Russell Hantz va utiliser son idole, puis comment qu'il va utiliser son idole. Et il coupe au commercial. Mais là, tu le sais que Russell Hantz est un joueur extrêmement agressif. Tu le sais que le gars, il a pas peur de se mettre à risque et de créer une situation qui va peut-être le mettre dans la merde. Et là, tu te dis, est-ce qu'il nous jouerait une twist, puis finalement, là, justement, un cheap trick comme ça, puis nous mettre dans la tête que, ça peut arriver, finalement, ça arrivera pas. Non. Survivor a livré à marchandise. Tout de suite, tu reviens à la pause, Russell utilise son idole, blindside tout le monde, clenche Tyson, et c'était épique. Ça, c'est utiliser un truc comme ça de façon efficace. Si Big Brother fait ça, et que réellement Lisande utilise son veto, et qu'il y a une débandade terrible qui en suit, je vais donner le crédit à Big Brother. S'ils ont utilisé ce truc-là simplement pour essayer de créer un faux hype, je considère que c'est de la merde. OK? Fait que, puis je vais les juger comme tels la semaine prochaine. Fait que, bref, j'ai hâte de voir, mais je déteste que la production fasse ça parce que, sincèrement, quand une production fait ça, c'est généralement parce que ton show lève pas. Parce que ton show est pas passionnant. Parce que tu as besoin de ces trucs-là, ces petits twists-là, pour essayer de le rendre intéressant. Parce que si t'avais pas ça, il est juste plate. Puis je pense que le problème, c'est que s'il montrait qui gagnait le veto, si le veto était utilisé, et que le veto n'est pas utilisé, on serait arrivé dimanche, le monde aurait dit, c'est Verda qui part. Et il aurait juste pas écouté le show. Puis je comprends qu'ils veulent faire ça, mais ça montre que ton show est pas bon. Fait que bref, j'aime pas ce genre de truc-là. Je trouve que ça mériterait d'être mieux monté, mieux peaufiné, plus intelligemment, et peut-être de juste créer un meilleur show en tant que tel. Ça pourrait aider. Fait que ça, c'est pour l'aspect technique du show. Je me suis lancé. Je m'excuse. Mais j'étais un peu frustré cette semaine avec toutes les affaires. Et surtout que les gens m'avaient dit que c'était une belle semaine, puis moi j'ai vraiment considéré cette semaine de merde. D'après moi, mon hype a tellement droppé que j'avais bien du négatif à dire là-dessus. Donc bref, côté joueur, côté stratégie. On a vu Kim cette semaine. Kim, écoutez, je sais pas trop quoi penser de Kim. Je vais dire quelque chose qui est plate. Je la trouve pas super intelligente dans ce qu'elle fait. OK? Je la trouve un peu hypocrite dans ce qu'elle fait. Puis je comprends toute la dynamique du jeu. Je comprends. Et puis c'est pas le fait qu'elle mente. C'est pas le fait qu'elle essaye de manipuler ou peu importe. C'est l'aspect qu'elle essaye de se cacher toujours derrière sa moralité et que je considère qu'elle n'a pas une bonne vision du jeu. Dans le sens que tu es allié avec certaines personnes. Je vais vous prendre l'image, OK? Tu es allié avec un groupe de 7 autres personnes. Certain que tu es allié beaucoup plus proche, que c'est des amis en lesquels tu peux avoir le sentiment peut-être d'avoir un peu plus confiance. Mais là, la semaine précédente, tu élimines un joueur et que tout le monde dit, tout le monde de ton alliance te dit,
ben faut l'éliminer, il est trop fort, il va gagner à la fin. OK? Je comprends la logique. Mais, tu sais, si vous étiez Kim, là, ça vous allumerait pas une lumière quelque part? Tu sais, sincèrement, là, tu sais, depuis le début, tout le monde va comme Ah, Kim, elle va gagner à la fin. Ah, Kim, elle va gagner à la fin. T'élimines JF, la raison, il est trop fort, il va gagner. Tu penses que quoi? Parce qu'ils sont tes amis ou tes alliés qu'ils n'auront pas la même pensée par rapport à toi? Puis là, tu te retrouves dans une situation où tu vois certaines des personnes dire Écoute, on va éliminer Emmanuel parce qu'on l'aime pas, fait que de trahir ton alliance. Là, à ce moment-là, oui, sa dynamique d'aller plus vers les gars que les filles pourrait faire un certain sens. Donc, il y a une certaine logique, mais je veux dire, on voit pas Kim super logique dans ce qu'elle entreprend. Elle promet quelque chose à Laurence, elle revient sur sa parole, après, elle s'en veut, elle braille. Là, elle veut éliminer Emmanuel, elle se sent coupable, elle peut pas le regarder, elle revient, tu sais, c'est comme, man, tu sais, je vais faire une analogie par rapport à son sport. Je veux dire, t'es en boxe, t'es une boxeuse, une des choses qu'il faut pas que tu fasses en boxe, c'est d'hésiter. Faut que tu saches que c'est que tu fais. Elle hésite tout le temps, et comme entre les deux, elle joue un peu, mais puis elle joue pas comme intelligemment de dire j'ai une vision du jeu, puis je vais jouer un peu dans cette alliance-là, puis un peu dans celle-là, puis là, je vais manœuvrer. Puis... Non, elle joue émotivement. Ah ben là, Camille m'a dit quelque chose, ça m'a fait de la peine, puis là, je me suis senti menacé, ben je vais aller le dire à Jean-Thomas. Parce que là, moi, je me sens beaucoup plus proche des gars. Tu sais, depuis le début du jeu, je me tiens avec les filles, mais là, maintenant que Camille m'a parlé, ah ben là, je me sens plus proche des gars, puis là, oh, mon Dieu, je suis tellement proche des gars. Elle est jamais quasiment avec les gars, à part dans le gym, mais là, mon Dieu, là, elle a bien plus d'affinité avec les gars. Ah là, les gars, c'est merveilleux, les gars. T'sais, c'est des réactions émotives. C'est comme... Elle s'est comme sentie rejetée dans le côté Camille, puis Camille a très mal agi, épaisse dans comment qu'elle l'a amené, mais Kim réagit émotivement, puis il me semble que c'est comme. T'as peu. Tu sais plus sur quel pied danser, tu sais plus. Tu sais. Puis c'est pour ça que je parle de moralité élastique, tu sais. Là, à ce moment-là, c'est comme. Là, c'est moral de. Elle va éliminer Varda, c'est sûr qu'elle va voter contre, puis c'est sûr que Claude va voter contre, puis c'est. Tu sais, il va. Hypothétiquement, peut-être que Camille va être blindsidée là-dedans, puis elle va voter contre Emmanuel. Peut-être. Mais à part de tout ça, il n'y a pas il n'y aura pas de grosse surprise. Fait, je trouve juste Kim un peu. Je sais pas. Je la trouve pas bonne pour jouer. Et là, à ce moment-là, ben là, c'est la grande question de dire est-ce que je la vois aller loin? Oui. Est-ce que je la vois gagner? Il y a des gens qui m'ont posé la question tu vois-tu Kim gagner? Dans un jeu traditionnel, je vous dirais non. Dans une saison traditionnelle, c'est clair qu'elle se fait clencher. Je me serais attendu qu'elle serait déjà fait clencher. Mais mettons, milieu de juré. Mettons. Ce que je dis souvent, mi-plateau. Là. Fait que à peu près à moitié du jeu, dans les 7, 8, 9 dernières positions, là, je la verrais se faire éliminer là. Vu qu'on est dans une saison de célébrités comme ça, qui sont payées full pin à toutes les semaines, puis que le prix à la fin est pas si important que ça, est-ce qu'il y a des joueurs qui seraient assez craqués de dire on l'amène jusqu'à la fin pour qu'elle puisse se payer sa formation, puis c'est ça? Peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui seraient prêts à se sacrifier de la sorte. Fait que c'est dur à dire. Mais dans un jeu normal, je vous dirais non, elle se rendrait pas à la fin. Puis elle est pas assez bonne non plus pour se rendre à la fin. Ensuite de ça, Varda, côté jeu exécrable, honnêtement, elle focus tellement sur François, elle veut tellement éliminer François, qu'on dirait qu'elle voit pas les autres opportunités, elle voit pas les autres possibilités. Encore là, trop émotive. Dans un jeu comme ça, faut que vous restiez de glace. Le côté émotion a pas sa place. Puis, je le sais que c'est difficile, je sais que la majorité du monde sont pas de même, mais tu t'en vas participer à un show comme ça, le côté émotionnel nuit beaucoup, puis Varda, elle l'a pas pantoute. Puis elle a une mauvaise vision du jeu, elle stresse, quand elle stresse, elle fait énormément d'erreurs, elle stresse facilement,
Puis en plus, elle stresse pas au bon moment. Je trouve ça un peu... Elle a pas les bons discours non plus. Quand je la voyais réagir cette semaine, c'était comme... Man, t'es censé essayer d'avoir le vote de cette personne-là, puis t'es tout croche dans ce que tu lui dis. Et, man, c'est comme... Je comprenais pas. Alors, honnêtement, je comprenais pas mais elle a sa personnalité, ça fait partie de sa personnalité, mais honnêtement, c'est une joueuse complètement dans le champ. Le côté joueuse, elle l'a pas pantoute. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Bon, on a eu... Il faut que je revienne dessus. Je m'étais promis, je me disais, d'après moi, j'en parlerai pas dans cette vidéo-ci, mais il faut que je parle de Jean-Thomas Jobin. Je m'excuse, là. Mais, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, le monde me dit, oh non, mais tu devrais voir ces entrevues, c'est très sarcastique, c'est pas vrai, il est pas, il se prend pas vraiment au sérieux quand il disait ces choses. Puis là, je vous ai sorti une quote, ok? Je vous ai sorti une quote bien importante qui s'est déroulée cette semaine. Vous pouvez la revisionner dans les épisodes, dans les quotidiennes. Et c'est Jean-Thomas qui parlait à Lisande, si ma mémoire est bonne. Puis Jean-Thomas dit mot pour mot. Si tu mets moi contre Varda, c'est encore plus insultant pour Varda, car elle sait qu'elle va s'en aller. Man, tu te prends pour qui? C'est bien une valeur. Puis il l'a pas dit genre, j'ai fait une blague. Il était sérieux. Il se prend pour un autre. Honnêtement, là, c'est comme... Puis, t'en as des joueurs qui sont super bons qui se prennent pour d'autres. Il l'est pas, lui. OK? C'est bien une valeur, il l'est pas. Puis je le sais qu'il y en a certains qui l'aiment bien, puis qui veulent voir en lui un grand joueur. Ça, c'est pas le cas. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se diriger. Mais présentement, François l'utilise comme une marionnette. Puis oui, il y a des gens qui disent « Ah non, mais c'est lui qui utilise François. » François le dessus complètement, là. François, c'est l'alpha. Jean-Thomas Jobin, c'est le bêta, là. Puis moi, juste la quote de Jean-Thomas, quand il parle à Lisande puis qu'il dit ça, là, c'est bien de valeur. Ça démontre à quel point que le gars, il se prend pour un autre. Puis comment il pense qu'il est bon dans sa game. Puis, tu sais, il a l'impression que genre Varda qui se fait éliminer au-dessus de lui, c'est comme, ça humilie davantage Varda parce que je suis tellement puissant. Puis, comme je dis, il le fait pas à la blague, il le fait pas, il parle très sérieusement à Lisande. Et c'est bien de valeur, il y a plusieurs de ses entrevues avant de passer dans l'émission, que c'est exactement ça. C'est exactement le type de personnalité qu'il mettait de l'avant. Et je comprends que les gens le voient peut-être pas, peut-être que... on dirait que les gens essayent d'y trouver des excuses. Ah, il est pas de même. Ah non, puis, tu sais, je veux dire, c'est plate. Je suis comme... Il va peut-être gagner. Mais il gagnera pas parce qu'il est bon, mais probablement parce que les autres ont été mauvais. Puis c'est ma pensée. Sincèrement, c'est ma pensée. Mais je pense pas qu'il va se rendre à la fin. Et parce que, je veux dire, crime, une fille comme Lisande voit très bien qu'il faut l'éliminer. Elle en parle cette semaine. Le gars, tu sais, je veux dire, honnêtement, tu sais, je veux dire, t'as entendu moins Lisande parler du fait d'éliminer François Lambert que d'éliminer Jean-Thomas Jobin. Tu sais, c'est comme... C'était même pas François Lambert qu'elle voulait mettre sur le bloc. Fait que c'est plate. Mais dans un tel contexte, je considère que François Lambert joue une bien meilleure game que Jean-Thomas Jobin. Puis le monde sont comme, il va gagner à la fin. Ça dépend. Ça dépend. Honnêtement, puis je vous l'ai expliqué à un moment donné, je vais vous le réexpliquer encore une fois. C'est toujours le côté à quel point le joueur va se sentir manipulé et humilié par le joueur qui est rendu à la fin. Et donc, quand, mettons, exemple, si le jury ne voit pas les séquences de l'émission, je vous dirais à ce moment-là, il y a peut-être des chances. Il y a peut-être des chances parce que Jean-Thomas Jobin peut bien sortir. Les gens, je ne pense pas, vont parler contre lui dans le jury trop. Il peut bien s'en sortir. Mais si les joueurs éliminés voient les séquences et vont voir que Jean-Thomas Jobin a utilisé un côté émotionnel d'eux autres pour les crosser, c'est plate, ça ne passe
pas. Puis là, à ce moment-là, tu vas avoir du monde qui vont dire non, mais le jury vote émotionnellement, c'est pas juste, puis Jean-Thomas aurait dû gagner. Non. Je vous le dis là, présentement, si Jean-Thomas perd rendu en finale, parce que les gens ont vu les séquences, c'est parce qu'il a mal joué. Il ne joue pas bien. Puis il y a des gens qui me disent regarde des séquences de vrai. J'en ai vu une couple de séquences. Je le trouve pas plus bon. Je le trouve pas plus intéressant. C'est un joueur que j'ai l'impression. C'est peut-être une impression. J'ai l'impression que fondamentalement, lui se croit bon. Je pense qu'il y a un fond de compréhension que peut-être plusieurs autres joueurs n'ont pas. Donc, de ce côté-là, je vais lui donner le crédit de dire OK, il comprend certains aspects de la game que les autres appliquent très mal. Je vais prendre des exemples comme Kim, je vais prendre des exemples comme Camille. Même quelqu'un comme François Lambert, il y a des aspects qu'il contrôle moins bien. Kevin ou autre. Je pense que Jean-Thomas Jobin a des bases qui sont plus solides que les autres. Est-ce que ça fait de lui un bon joueur? Je ne pense pas. Je pense que comme Jean-François la semaine passée avait des très bonnes bases sur la compréhension du jeu puis ce qu'il pouvait mettre en place, mais il était quand même pas du bon bord. Il a quand même pas fait les bons gestes pour rester. C'est plate, c'est comme ça. Il a été éliminé. Il a pas compris la game du nombre dès le début. Il est pas allé chercher ce petit plus-là très tôt dans le jeu. Et malheureusement, ben ça y a nuit. Puis je pense que Jean-Thomas Jobin est un peu dans ce même minding-là. La seule différence, c'est que Jean-François était beaucoup plus humble par rapport à ses connaissances, puis par rapport à ce qu'il faisait. Jean-Thomas Jobin se croit réellement bon. Et on l'a vu cette semaine que quand il a commencé à sentir qu'il avait moins de contrôle, on l'a vu beaucoup plus brouillon, on l'a vu patiner, on l'a vu stressé, on l'a vu... Tu sais, Jean-Thomas, il a l'air de bien aller quand la situation va dans le même sens que lui. Mais quand ça va pas bien, là, ça bloque. Là, il est brouillon. Là, il est pas bon. Puis, tandis qu'un joueur comme François Lambert, jusqu'à maintenant, a l'air que quand ça va dans son sens, ça va dans son sens, il n'y a pas de problème. Et quand ça va pas contre lui, il s'adapte. Et ça, c'est une consigne bien importante dans un jeu comme ça. L'adaptation. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut que tu sois ultra stratégique, il faut que tu sois ultra fort, il faut que tu sois... Non, il faut que tu sois capable de t'adapter selon les situations. Tu as un certain type de vote, tu as un allié qui est sur le bloc contre un adversaire, il faut que tu sois capable de t'adapter pour essayer de sauver ton allié et d'éliminer l'autre. Si tu deviens patron, t'adapter pour essayer d'avoir le moins de répercussions sur toi possible tout en faisant le plus gros coup possible. Tu gagnes le veto. Qu'est-ce que tu gagnes si tu l'utilises? Qu'est-ce que tu perds si tu ne l'utilises pas? C'est toutes des dynamiques comme ça qu'il faut que tu analyses et que tu t'adaptes face au jeu. Et on dirait que Jean-Thomas Jobin, quand il est en contrôle, il s'adapte très bien. Quand il ne l'est pas, il s'adapte très mal. Il est donc 50-50, on pourrait dire. C'est pour ça que je considère que c'est un joueur très moyen. Pas un mauvais joueur du sens de dire man, il est exécrable, il n'a pas sa place là. C'est pas ça que je dis. Mais il va falloir arrêter, en tout cas pour l'instant, il va falloir arrêter de penser que c'est un bon joueur. Il l'est pas. Il est brouillon. Il va peut-être le devenir. Peut-être que s'il garde le contrôle sur toute la situation, il va peut-être bien paraître à TV. Il va peut-être bien paraître dans les émissions, de dire finalement, il a été quand même bien en contrôle de sa game. Mais le fait que les autres veulent l'éliminer déjà, que pour moi, il est deuxième en arrière de François Lambert et que François Lambert, il fait faire pas mal n'importe quoi puis il le traite comme son petit chien. Le fait que tu le vois perdre le contrôle quand il devient mauvais quand il n'a pas le contrôle sur les situations. Pour moi, c'est tous des ingrédients qui sont explosifs, qui montrent sa faiblesse dans le jeu. De dire, est-ce qu'il croit réellement qu'il est bon ou non, ça reste à l'interprétation. Mais pour moi, la quote qui a sorti à Lisandre démontre clairement que le gars, il se croit bon. Il se croit bien meilleur. Puis je comprends le sentiment de penser, de dire, écoute, Varda va partir au-dessus de moi, c'est comme plate. Mais as-tu besoin de l'exprimer de cette façon-là? Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai eu une séquence, puis ça, je ne l'ai pas noté, c'est plate. Il y a une séquence quand il parle à Lisande. Tu sais, 5 minutes avant,
il reproche Camille d'avoir approché Kim, puis de l'avoir comme semi-menacé sur l'alliance. Mais 5 minutes après, il va voir Lisande en faisant ouais, ben tu sais, si tu allais de l'avant avec Emmanuel et tout, ben tu comprends que maintenant, avec l'alliance, tu dis pas directement que tu vas l'exclure. Tu menaces pas de l'exclure. Mais tu laisses sous-entendre qu'elle va être exclue. La même maudite affaire que ce que Camille a fait. Mais on dirait qu'il n'y a pas de répercussions parce que c'est Jean-Thomas. Le monde, c'est comme ah, non, je me rappelle pas de ça. C'est comme plate un peu ce genre d'aveuglement par rapport à lui, comme si ah ben c'est un bon humoriste, on l'aime bien, il est sympathique, on lui donne tout le crédit du monde. Arrêtez, vierge. Moi, je pense que ce qui m'énerve le plus, c'est plus ses fans qui croient fondamentalement qu'il est bon que lui qui croit qu'il est bon. Tu sais, c'est comme man, arrêtez. Essayez de tempérer. Il est moyen. Il peut gagner. Je vais donner ça de il peut gagner. Il est en position qu'il pourrait gagner. Je ne pense pas qu'il va gagner. Mais oui, je pense qu'il va quand même franchir certaines étapes encore. Puis peut-être qu'il va s'améliorer en tant que joueur. Mais je pense fondamentalement qu'il se croit bon. Et il laisse peut-être pas paraître. Mais je crois fondamentalement qu'il se croit bon. Il démontre ça. Puis de se cacher en arrière de jokes, moi, j'ai pas l'impression que c'est juste des jokes. Je pense que c'est un fond de vérité, puis il essaie de rendre ce fond de vérité-là drôle, et non l'inverse, mettons. OK. On a posé avec Jean-Thomas. C'était ma grosse section par rapport aux joueurs. Sinon, ben, les autres joueurs, il n'y a pas grand-chose à dire. On n'a pas vraiment vu beaucoup les joueurs cette semaine. Ça a été vraiment le coup de Lisande. J'aurais aimé que ça fonctionne. C'était bien pensé, mais elle n'avait pas les bons alliés pour le faire. Je pense que ça va échouer. Je me croise les doigts pareil. Je reste quand même de me dire j'aimerais ça que ça arrive, mais je pense qu'elle n'aura pas le pouvoir de changer ça. Malheureusement, Lisande va venir au fait qu'elle n'a pas le vote, et de grignoter le vote qui manque va être très coûteux. Même si elle réussissait à le faire, plus elle va essayer de gratter pour ce vote-là, plus elle va avoir l'air de la plus grande traîtresse de la gang. Et plus elle va se mettre la cible la plus grosse dans le dos. Puis c'est logique dans sa pensée. Si le vote avait été facile, je vous dirais que Lisande s'en serait ressortie sans trop de séquelles. Là, présentement, le vote n'est pas facilement acquis pour elle, et ça, c'est dangereux. Donc, je vais passer à vos questions. Donc, on a eu notre cher John Martineau, notre cher ami qui était, si ma mémoire est bonne, participant à Big Brother Québec de la première édition, donc en 2010. J'ai plein de belles anecdotes par rapport à John, justement, mais bref, dans son commentaire, il m'a marqué la formule 5 jours sur 7, contrairement aux États-Unis, 3 fois 1 heure, ne me plaît pas vraiment et je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à l'utiliser. Je vois pas en quoi c'est gagnant. Puis là, ben, il me parle, bon, il faudrait que ça soit jumelé lundi et mardi, mercredi et jeudi. Et même à ça, ils réussissent à me faire perdre le climax en mettant les nominations ou la cérémonie de pouvoir avoir veto en milieu d'émission et finir sur un segment plutôt aléatoire. Ça, je suis d'accord que le montage est très mal fait pour nous mettre dans l'ambiance du show. À cause de cette découpe-là qui est comme un peu étrange, bien honnêtement. Pourquoi ils le font? Honnêtement, la seule et unique explication logique que je trouve, c'est le fait que le diffuseur voulait pas avoir des shows d'1 heure parce qu'il y avait d'autres choses sur sa grille horaire. Puis peut-être qu'il faisait comme, écoute, avec des quotidiennes d'une demi-heure, ça va bien passer. Puis, et moi, personnellement, en l'écoutant sur Internet, c'est moins pire parce que je les écoute en rafale. Je les écoute tout un en arrière de l'autre. Moi, ça s'écoute bien. Mais si, mettons, je me mets dans la perspective que vous les écoutez à chaque soir, c'est vrai que c'est très brouillon comme façon de faire. Honnêtement, mais la seule explication, c'est de dire il y avait d'autres choses de plus importantes sur certains soirs où il n'était pas capable de s'entendre par rapport à ça, où il y a des contraintes hautes, techniques, qu'on est moins conscient, ou ben non, il pensait vraiment que ça allait être un gros hit, puis que, exemple, il allait prendre le segment d'une demi-heure lundi, mardi, mercredi, jeudi, et que ça allait s'étendre à 1 heure, puis que là, t'allais avoir 5 heures de show dans ta semaine. Je sais pas.
Puis ils ont juste fait ça pour tester, de voir quel soir que ça pogne le plus, quel ci, quel ça. Puis ils ont essayé de s'adapter là-dedans. Mais je considère que j'étais un peu de l'avis de John là-dessus. Malheureusement, on n'a pas Je trouve que la cohésion du show est mal faite par rapport à ça. Le montage est mal fait. On en a parlé amplement. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais à quel point que le montage est tout croche. Peut-être que ça vient du montage. Peut-être que ça vient des restrictions qu'ils ont. Peut-être que c'est plus facile pour eux aussi de diviser. De faire une division par petits épisodes d'une demi-heure, justement dans l'optique que s'il doit faire énormément de montage à cause des séquences qu'il ne faut pas qu'il monte pour pas nuire à l'image d'une célébrité ou autre, peut-être que c'est mieux. C'est juste ça que je considère. Ça va peut-être changer avec une saison régulière s'il y en a une un jour. Mais présentement, les codes d'écoute, je ne sais pas si les codes d'écoute inspirent une deuxième saison. Je vous dirais que c'est pas atroce, genre catastrophique, mais c'est définitivement pas à la hauteur. Donc, ensuite de ça, on a eu Malicia qui nous a posé plusieurs questions en rafale. Donc, les compétitions sont-elles identiques et présentes des autres Big Brother? À date, il y a beaucoup de compétitions. Mais toutes les compétitions qu'on a eues jusqu'à maintenant, cette saison-ci, sont des compétitions qu'on a retrouvées dans Big Brother US. Donc, ils respectent quand même la mentalité. La différence, c'est que souvent, à Big Brother US, c'est beaucoup plus vaste. Donc, ils ont vraiment des gros espaces pour faire leur compétition. C'est plus magnificent. Ça peut être par manque de budget, c'est par manque de place ou autre. En tout cas, peu importe. Le côté technique qui fait en sorte que les compétitions sont sur des environnements beaucoup plus restreints, beaucoup plus petits. Mais globalement, oui, ils ont respecté quand même. Ils respectent les compétitions qu'il y a dans Big Brother US. Les participants parlaient-ils à la caméra ou c'est typique au Québec aux travailleurs du web? Je te dirais que il y a toujours eu quand même des joueurs qui parlaient un peu aux caméras à Big Brother. Vous aviez Dr. Will qui le faisait un peu, mais pas beaucoup. Dr. Will le faisait un peu dans la saison 2 et dans la saison 7 de Big Brother US. C'était pas mal le seul qui avait fait ça avant la saison 7. Il y a eu ensuite de ça Dick Donato, donc Evil Dick, qui l'a fait dans la saison 8. Lui, il le faisait beaucoup. Et donc, moi, quand j'avais fait le LOF en 2007, j'avais repris cette philosophie de Dr. Will et du mix avec Evil Dick, parce que c'était les deux joueurs qui l'avaient fait jusqu'à maintenant, et je trouvais ça intéressant. Evil Dick se confiait beaucoup la nuit aussi. C'était un gars qui faisait beaucoup d'insomnie, fait qu'il se confiait la nuit, parlait de ses stratégies, ses choses. Fait que c'était deux gagnants aussi. Je trouvais le concept, puis c'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, faut pas non plus me donner trop de crédit sur le fait que je parlais aux caméras et que je dévoilais ma stratégie ou n'importe quoi, parce que quand même, il y avait eu des précédents sur lesquels j'avais quand même regardé la télé-réalité américaine avant et qui m'avaient emmené à me dire ouais, mais c'est quelque chose qui est super intéressant, puis c'est le fun de faire participer le public avec ça. Je pense que dans le cas de Dr. Will, lui, il savait un peu plus qu'il participait avec le public. Evil Dick, je pense qu'il avait l'air de plus se confier en général, sans nécessairement avoir l'esprit qui se confie au public. Ça, c'est ma perception. C'est dur à... Ça remonte quand même à plusieurs années. Fait que je pense que c'est un peu comme ça. Mais oui, il y a eu des joueurs quand même qui ont déjà parlé aux caméras aux États-Unis, puis qui avaient déjà... Mais je vous dirais que c'est les deux principaux dans l'histoire de Big Brother. François et autres a le droit de faire des vidéos pour envoyer aux fans, tu en penses quoi? Ben ça, j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos, dans le sens de dire, quand tu as besoin d'intégrer ça, c'est que soit ton show marche pas, soit que c'était une condition à ce que tu sois dans le show. Parce que c'est un élément extérieur que tu intègres dans le show. Puis moi, à mon sens, c'est pour essayer de faire de la publicité. Et j'ai ce sentiment-là. En tout cas, en tant que joueur, si mettons j'étais à l'intérieur et on me disait ah, hey, tu peux écrire sur ton Facebook, là, tu peux écrire sur ton Twitch, tu peux faire des affaires là, en ligne. Puis, je me dirais, écoute, c'est parce que ton show marche pas. Hein. Moi, c'est comme ça que je le passerais. T'sais. Fait que peut-être que c'était une condition de dire, écoute, on va aller faire Big Brother.
On veut quand même mousser nos carrières, mousser qui on est à l'extérieur. Donne-nous une plateforme où ce qu'on va être capable quand même de jaser au monde à l'extérieur, puis de partager notre expérience à l'extérieur, mais c'est toujours dans un but d'avoir plus de followers, plus de monde qui me suit, plus de monde qui m'aime, plus de monde qui achète mes produits, et que ça va m'enrichir là-dessus. C'est un peu cette pensée-là. Fait que c'est dur de dire que c'est-tu un mix des deux, c'est-tu un et pas l'autre, mais en tout cas, clairement, il y a un problème là, parce que pour moi, de communiquer d'une certaine façon avec l'extérieur, pour moi, c'est inacceptable par d'autres moyens que la simple caméra. Par le show en tant que tel. Je trouve que c'est de donner beaucoup de poids aux joueurs. Je comprends que c'est 13 semaines, eux autres, c'est des célébrités. Ils sont là un peu comme s'ils étaient des salariés. T'sais, à quel point le contrat leur permet certaines choses, peut-être qu'il y avait certaines libertés qu'ils pouvaient prendre. Il faudrait que je voie vraiment des contrats d'eux autres pour dire, ok, peut-être que ça faisait partie de l'entente, mais normalement, ça devrait pas exister. La cérémonie du veto utilise ou non se passe-t-il exactement comme les autres Big Brother? Globalement, oui. Bon, t'as pas de segment où ce que c'est coupé à la fin d'un épisode pour l'utilisation du veto. Ça arrive pas aux États-Unis. Je pourrais pas te dire ailleurs dans le monde, mais aux États-Unis, ça se fait pas. Fait que l'épisode finit vraiment de dire le veto il a été utilisé ou pas. Et l'épisode suivant, ben, c'est l'élimination. Fait que là, tu vois toute l'après-veto, toute la stratégie qui se développe et comment que ça finit à la fin de l'épisode. On pourrait dire ça de même. Fait que pour le reste, sensiblement, c'est la même chose. Je veux dire, c'est le visuel peut-être qui peut changer, là, comment que les gens sont positionnés, mais globalement, c'est exactement la même chose. Les jeux de questions dans une salle entre participants mis sur le web, y a-tu ça aussi aux autres bébés? À ma connaissance, non. Si c'est ce que je pense que tu fais référence, les trucs un peu sur le side, il n'y a pas vraiment de tout ça dans les autres Big Brother, ou très peu. Des fois, bon, ils font des photos, des choses comme ça. T'as des trucs, des fois, que les joueurs s'organisent, mettons, quand ça passe à Big Brother After Dark. Mais c'est pas quelque chose qui est publicisé, genre que la production met de l'énergie là-dessus. La production met de l'énergie sur ces épisodes qu'elle monte à TV, That's It, That's All, c'est pas mal juste sur ça qu'elle met ses énergies, et non pas de flafla sur le side, mettons, sur le côté. Fait qu'écoutez, je pensais faire un épisode d'une demi-heure aujourd'hui. Il n'a pas été capable de faire en bas d'une heure et 7 encore une fois. Fait que, man, je l'ai échappé sur 2-3 sujets. Je pensais pas m'étendre comme le sujet de Jean-Thomas ou sur même le concept global du show puis comment que ça fonctionnait. Puis bon. Bref. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu malgré que c'est extrêmement long. Je vais vous souhaiter encore une fois une joyeuse Saint-Valentin. Si vous voyez cette vidéo-ci quelques jours plus tard, ben, je vous le souhaite quand même. J'espère que vous en avez une très belle Saint-Valentin. Et je vais vous dire à la semaine prochaine. Prenez soin de vous autres. Et on se dit aux prochaines vidéos. Bye bye.